tous, j'ai le plaisir de vous accueillir sur le premier atelier de ce dernier après-midi du Salon de TechScare France. Sur cet atelier, nous allons parler cyberattaque. On l'avait intitulé Laverie, se prémunir contre les cyberattaques, mais finalement, en discutant, on se dit pourquoi pas élargir à l'ensemble des secteurs d'activité, dans la mesure où finalement, tous sont concernés. Et je vais donner la parole à mes intervenants, que je vais d'abord demander de se présenter. Je vais commencer par Thibaut. Bonjour, Thibaut Carré, je suis directeur cybersécurité pour Inquest, qui est un prestataire de Generali. Le micro. Bonjour, Christophe de Saint-Luc, actuel assurance agent Generali, et donc nous proposons des solutions sur la cyberattaque. Alors, ma première question, c'est que je pense quand même que dans l'inconscient collectif, les principales entreprises du marché qui sont concernées sont d'abord les grosses blanchisseries, les services textiles, voilà. Ça, on sait, on a pu le constater plusieurs fois. Effectivement, il y a des attaques qui ont eu lieu, qui ont donné lieu à des rançons, qui ont, d'ailleurs, on pourra en parler, été payées ou pas. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser que ce sont les gros acteurs comme ça qui sont concernés. Et en réalité, en discutant, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc Christophe, là-dessus. Alors, toutes les entreprises sont concernées. D'ailleurs, ça va du particulier à la petite entreprise, l'association, la collectivité et bien sûr les plus grosses entreprises. Mais toute entreprise peut être touchée et sera de plus en plus à risque sur la cyberattaque. Alors, pour ce qui est laverie, il est évident que des laveries qui ont plusieurs sites et qui ont une gestion digitalisée, il est certain qu'ils sont plus à risque, mais un pressing, une blanchisserie ou autre société peut être touché par une cyberattaque. En fait, dès lors qu'on introduit du digital, c'est ça, on est vulnérable. En fait, à partir du moment où on traite des données, où on peut être exposé sur Internet ou qu'on génère des paiements, ça intéresse des cybercriminels et donc on est exposé. Très bien. Alors je vais laisser la parole à Thibaut, qui nous a préparé donc quelques slides pour nous expliquer un peu tout ça dans le détail. Ouais. Donc déjà, un peu de contexte en fait finalement sur le nombre de cyberattaques qu'on peut traiter tous les jours. C'est un phénomène qui grandit avec les années, hein, comme vous pouvez le voir. Sur la typologie, on rentre dans des aspects un peu techniques, mais ça peut parler à tout le monde. Typiquement, ce que l'on traite le plus en 2023, c'est des cas de fraude. En fait, ce qui va intéresser énormément les pirates, ça va être d'avoir accès à des opérations bancaires pour finalement les détourner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des données de carte bleue qui transitent, des RIB, donc qui peuvent passer par des opérations par mail, ou même des traitements automatisés de paiement, ça va intéresser les pirates. Donc ça, c'est des choses que l'on traite très régulièrement. Des choses que l'on voit aussi souvent, c'est le blocage de systèmes d'information. À partir du moment où vous avez des ordinateurs, des serveurs qui vont générer des opérations administratives ou traiter des machines derrière, et ben, si vous les bloquez, ça va bloquer le fonctionnement de tout ce qui se passe derrière. Et donc le pirate, qu'est-ce qu'il fait? Il demande une rançon finalement en échange de rendre le système opérant. Donc c'est des choses que l'on voit très souvent. Le nombre de cyberattaques que l'on traite est évidemment croissant. Pourquoi? Parce que les cybercriminels se sont rendus compte qu'ils pouvaient générer énormément d'argent en faisant cela. Et donc forcément, quand ça devient plus lucratif, ça intéresse beaucoup plus de monde. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a deux éléments qui rapportent beaucoup d'argent aux cybercriminels. D'une part, c'est effectivement les rançons qui sont potentiellement payées, vous posiez la question. Mais c'est pas le premier, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent. Ce qui rapporte le plus d'argent, c'est monnayer les données que les pirates vont récupérer. Alors les données, c'est quoi? Ça peut être effectivement des données bancaires, c'est ce à quoi on peut penser en premier, mais c'est surtout des données concernant des personnes, donc des données personnelles, donc des noms, prénoms, des adresses, évidemment des informations bancaires et en bout de chaîne des mots de passe. Parce qu'en fait, le mot de passe, ça permet de rentrer un peu partout. Et donc, ce qui va intéresser un pirate, c'est de récupérer un mot de passe lié à une adresse mail qui va lui permettre de compromettre ensuite un compte. Alors, ça peut être des comptes réseaux sociaux, une boîte mail, un système administratif, etc., etc. Et donc, c'est des choses qu'ils vont récupérer et qu'ils vont revendre à d'autres pirates.
J'ai une question, Thibaut. Est-ce que c'est un phénomène qu'on observe? Alors, j'entends bien croissant de toute façon, mais en termes de géographie, j'ai envie de dire, est-ce que c'est quelque chose qui est plus présent, plus développé dans d'autres pays qu'en France? Alors, la cybersécurité, ça n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'en fait, les pirates, alors en général, les pirates qui attaquent les entreprises françaises sont des pirates qui viennent de l'étranger. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus difficile pour les forces de l'ordre d'arrêter un pirate qui est dans un autre pays. Donc ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de cybercriminalité en France qui vont attaquer des entreprises d'autres pays. Donc il n'y a pas vraiment de frontières. De la même manière qu'un pirate, quand il va attaquer une entreprise, il ne va pas cibler nécessairement une entreprise. C'est pour ça que quand on dit oui, est-ce que ma laverie est une cible de choix? En fait, non, pas nécessairement. En revanche, s'il y a une faille dans votre système, le pirate rentre dedans, c'est après qu'il va se rendre compte qu'il est dans une laverie ou peu importe dans quelle entreprise, et il va voir ce qu'il peut en récupérer en fonction des données que vous traitez. Voilà. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on peut être victime d'une attaque et on ne le saura jamais parce qu'on n'est pas assez intéressant. En fin de compte, il va passer à autre chose? Oui. En fait, et ça on le voit tous les jours, parfois on traite des incidents pour des entreprises et en fait on se rend quand il y a un incident dans une entreprise, on va regarder ce qui s'est passé et notamment depuis quand le pirate est dans le système. Et parfois on se rend compte que le pirate il est dans le système depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Parce qu'en fait il a attendu, et effectivement il a pris des cibles plus intéressantes. Il fait de la veille. Oui, c'est ça, il fait de la veille. Non mais c'est exactement ça, on appelle ça des phases d'observation. C'est-à-dire qu'il a plusieurs cibles potentielles et puis après il va s'en occuper les unes après les autres pour faire son attaque. Alors, bon, les différentes menaces, il y a des noms assez barbares qui donnent des éléments. Je ne rentre pas forcément dans ce détail-là. Je rentre juste dans le détail du hameçonnage, ce qu'on appelle alors en français, hein, en anglais c'est phishing. Tout le monde est concerné. Ça, c'est les mails ou les SMS que vous recevez tous les jours qui contiennent potentiellement des liens sur lesquels on vous invite à cliquer. Et en fait, quand vous cliquez sur ce lien, donc c'est des liens frauduleux en général, hein, et quand vous cliquez dessus, on va vous demander de saisir des informations. Alors ça va être des informations, encore une fois, bancaires. Hein. Par exemple, on vous dit, vous avez une amende à payer. Là, on en a parlé tout à l'heure, et c'est un cas qu'on voit souvent. Donc ils se font passer pour Antai, le site sur lequel on paye les amendes. Et ils vont vous dire, voilà, vous avez une amende de 35 € à payer. Vous cliquez là. Donc vous cliquez en vous disant, bah, peut-être que j'ai une amende, parce que maintenant, c'est vrai qu'on ne sait jamais. Et en fait, ils vous demandent vos informations de carte bancaire. Donc vous allez saisir ces informations de carte bancaire. Et en fait, c'est le pirate qui les récupère. Mais des mails de phishing, on en reçoit énormément, tout le temps. Ils usurpent l'identité de votre banque, de la poste, les colis. Enfin voilà, on en reçoit énormément. Et les pirates surfent sur les effets d'actualité. Typiquement, vous avez, je pense, reçu des centaines de mails comme moi pour le Black Friday. De toutes les marques, ça vient de partout. Et donc potentiellement là-dedans, il y a un mail frauduleux qui s'est glissé en vous disant il y a une super offre pour peu importe quoi. Vous cliquez dessus, vous donnez des informations et le pirate récupère ces informations. Et en fait, ils vont agréger des bases de données d'informations et c'est celles-ci qu'ils vont revendre, dont je parlais tout à l'heure, qui est une de leurs sources de revenus principales. Est-ce que c'est facile, un conseil peut-être, à identifier finalement ces tentatives de phishing? Parce que, à titre personnel, c'est typiquement, moi j'en reçois des tas, évidemment, comme tout le monde, et je fais systématiquement la vérification de l'adresse mail émettrice, en fait, hein, et assez facilement on devine qu'effectivement c'est du phishing. Non, en fait, c'est assez compliqué de les voir parce qu'ils sont mieux faits maintenant qu'il y a quelques années. Avant, dans les mails, il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des tournures qu'on voyait qui étaient un petit peu particulières. Maintenant, c'est plus le cas. Donc c'est compliqué de le voir. Je dirais que ma recommandation, c'est que à partir du moment où un site internet vous propose une offre, plutôt que de cliquer sur le lien qui vous renvoie vers ce site internet, allez sur le site internet en direct. Je prends un exemple au hasard. Votre banque vous envoie un mail en disant voilà, il faut absolument aller cliquer pour signer je ne sais quoi. Plutôt que de cliquer sur le lien, vous allez sur votre banque, vous vous connectez et vous cherchez l'information. Et là, on évite de faire des bêtises. Voilà. Alors, sur les mesures de prévention, encore une fois, sans rentrer forcément dans tout le détail, il y a 2-3 choses sur lesquelles je veux insister. Le premier, c'est le sujet, alors ça peut paraître très banal, mais c'est le sujet du mot de passe. Je pense qu'on rabâche à tout le monde de changer de mot de passe, d'utiliser un mot de passe fort, de faire extrêmement attention. C'est l'élément clé, en fait, pour un individu.
les mots de passe, c'est quelque chose qui se monnaie tous les jours par milliers, par centaines de milliers, par millions par les pirates. C'est-à-dire qu'ils s'échangent des mots de passe qu'ils ont récupérés. Vos mots de passe, il faut partir du principe qu'ils ont une durée de vie très limitée. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez utilisés une première fois, s'ils sont compromis évidemment, mais même quand ils ne sont pas compromis, ils sont plus réutilisables. C'est-à-dire qu'un mot de passe, c'est pas quelque chose où vous dites une date de naissance avec une ville, et après vous le réutilisez, et 3 ans après vous dites ah celui-là ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, je le récupère. Ça peut pas fonctionner parce qu'en fait les mots de passe ils restent dans des bases de données qui sont utilisées par les pirates. Donc il faut utiliser des mots de passe qui sont complexes. Alors aujourd'hui il existe comment on appelle ça, des coffres-forts de mots de passe qui permettent aussi de générer des exemples de mots de passe complexes, et il faut les changer régulièrement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et en plus de ça, si je peux me permettre une dernière préconisation, c'est de ne pas mélanger le professionnel et le personnel. C'est-à-dire que quand vous utilisez un mot de passe pour une boîte mail professionnelle, et ben vous n'utilisez pas le même mot de passe pour votre compte Facebook personnel. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont extrêmement importantes. J'ai une question. Alors, ok, j'entends bien, on a plein de mots de passe différents, c'est juste l'enfer à retenir. Et alors, ma question est la suivante. On a tendance à cliquer sur enregistrer le mot de passe parce qu'on ne va pas se souvenir de tous ces mots de passe compliqués. Mais dès lors qu'on se fait attaquer son ordinateur, en fin de compte, on est à nouveau, malgré tout, victime potentielle. Voilà. Oui, et en plus, le pirate va pouvoir récupérer tout ce qui a été stocké. Donc ça veut dire que même s'il compromet par exemple votre boîte mail, si quelque part dans ce qu'on appelle le cache du navigateur internet, là où vous avez enregistré les mots de passe, en général c'est l'accès, si lui il a un accès à ça, il va récupérer tous les mots de passe que vous avez utilisés. Et donc ils sont tous compromis. Voilà, donc c'est un vrai sujet, il faut faire extrêmement attention. Donc j'ai envie de dire, c'est la première, c'est first step, hein, la première étape. Ok, on va déjà se protéger avec des bons mots de passe costauds, mais malgré ça, il y a quand même ce risque. Hein. Ouais, ce risque il sera toujours là. Alors, il y a des nouvelles solutions qui commencent à émerger. Celle qui est vraiment d'actualité, c'est ce qu'on appelle la double authentification. Maintenant, on la connaît tous, notamment sur les opérations bancaires. On est obligé de doublement authentifier une opération bancaire. Il va y avoir des solutions. Pardon ? Oui. Alors effectivement, il y en a 3, oui, c'est vrai. Et on complexifie maintenant les modes d'authentification. On sait qu'il y a des technologies qui vont arriver justement pour remplacer un peu le mot de passe. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique de comment ça fonctionne, mais il va y avoir par base de certificats ou des choses comme ça voilà, qui commencent à arriver, mais ça va rajouter d'autres risques, c'est sûr. Donc remplacer un problème par un autre, on verra ce que ça donne au moment où ça arrive. Bon voilà, après sur la prévention, vous avez différents éléments. Sur la réaction, si je peux revenir sur un ou deux points importants, le principal pour moi c'est la réaction rapide. C'est-à-dire que quand on est victime ou qu'on pense être victime d'une cyberattaque, il faut tout de suite prévenir, il faut aller porter plainte. Ça, c'est extrêmement important et on verra que dans l'assurance, c'est en plus une obligation légale. Donc, il faut aller porter plainte parce que maintenant, il y a des gendarmes et des policiers qui sont formés à ces sujets-là, donc ils peuvent à minima récupérer votre plainte et vous guider sur des modes de résolution. Et il ne faut pas rentrer en contact avec le pirate, avec son agresseur, j'allais dire. Mais c'est-à-dire que quand quelqu'un vous demande une rançon, vous fait du chantage, il ne faut absolument pas rentrer en contact parce qu'une fois qu'il a le contact, il a une emprise sur vous et il va forcément appliquer énormément de stress en vous mettant la pression, en vous disant vite, il faut payer, il vous reste 24 heures, etc. Et on rentre et quand on est stressé, on réagit toujours mal. Quand on est préparé et calme, on réagit bien. Quand on est stressé, on ne réagit pas comme on devrait. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, la solution qui est adossée au contrat d'assurance, c'est une solution d'assistance aussi. Je laisserai Christophe parler de la partie plus produit d'assurance pure à indemnité, mais il y a aussi une assistance. Donc, quand vous êtes assuré Generali, vous avez la possibilité via un numéro d'appeler une assistance quand vous pensez être victime. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une intervention rapide, hein, c'est du 24/7, donc comme vous pourriez appeler pour dépanner votre voiture. Et puis ensuite, on va traiter des informations techniques de l'attaque en elle-même, mais il y a aussi des notions juridiques et de communication qui rentrent en ligne de compte. Je n'ai pas parlé par exemple du RGPD, mais je pense que vous l'avez tous en tête, relatif au traitement des données personnelles. Il y a très souvent un lien avec le RGPD quand il y a une cyberattaque, parce que le pirate a eu accès à votre système d'information et il a pu avoir accès ou voler carrément des données personnelles, que ce soit de collaborateurs ou de clients. Et donc ça, c'est des choses. Donc il faut faire une déclaration auprès de la CNIL dans les 72 heures, et il faut faire une déclaration aux personnes potentiellement victimes de ces fuites de données. C'est des obligations réglementaires.
Donc ça, on ne peut pas passer à côté. Sur la partie prévention liée à Generali, je laisserai Christophe peut-être ensuite conclure là-dessus. Il y a 4 éléments qui sont mis à votre disposition quand vous êtes client Generali. Le premier, c'est un scan. Alors là, c'est quelque chose d'assez technique, c'est-à-dire que vous donnez une adresse mail en entrée et tous les trimestres, vous avez un scan qui en fait va vous donner des éventuelles fuites de mots de passe liées à votre boîte mail, mais toutes celles qui sont de votre entreprise, s'il y a plusieurs boîtes mail. Et ça va scanner toutes les vulnérabilités potentielles sur les systèmes qui sont exposés sur Internet. Donc par exemple, si vous avez un prestataire informatique qui se connecte à distance, vous avez des portes d'entrée sur Internet, même si on ne parle pas forcément d'un site Internet. Hein. Une porte d'entrée sur Internet, c'est une connexion juste pour se connecter à un ordinateur ou à un serveur pour faire de la maintenance, par exemple. C'est une porte d'entrée. Et donc le scan permet de relever des vulnérabilités potentielles. Le deuxième, c'est l'accès à la possibilité de faire des campagnes de faux phishing. Donc là, c'est quand on a quelques collaborateurs, on construit en fait des campagnes de faux phishing qu'on leur envoie. Donc c'est des tests, hein, c'est évidemment pas des vrais mails frauduleux, pour voir de quelle manière ils réagissent à la réception de ce genre de mail. De la sensibilisation. C'est de la sensibilisation, exactement. Pour rester dans la sensibilisation, il y a une boîte à outils qui est disponible. Donc là, c'est plutôt du contenu, voilà, avec des questionnaires, des fiches pratiques, des choses à lire et à faire passer à ses collaborateurs sur la cybersécurité de manière large. Donc on reparle des mots de passe, des choses comme ça. Et la dernière brique, c'est l'accès à des audits. Donc là, on est plutôt sur une manière de venir voir de quelle manière est sécurisée votre entreprise, vos systèmes d'information de manière large. Il ne faut pas forcément avoir un système extrêmement étendu avec beaucoup de serveurs d'ordinateurs. On a des clients qui sont des professionnels ou qui ont quelques ordinateurs avec quelques collaborateurs ou un serveur ou des choses comme ça pour avoir des failles et donc avoir la potentielle nécessité de faire un audit de sécurité. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont mises à disposition quand on est assuré avec le contrat GPN de Generali. Christophe, peut-être que je vous laisse... Merci Thibaut. Juste, InQuest est un prestataire donc, qui travaille pour Generali, donc qui est là en cas de crise, hein, c'est-à-dire quand il y a une attaque, et aussi sur la partie sensibilisation, prévention. Donc après, je pense qu'il doit y avoir le document pour tout ce qui est assurance qui doit être mis en place. Voilà, mais je pense que ça va là. Pendant que ça vient, ce que je voulais dire, c'est que y a une problématique. C'est quelque chose qui est vraiment en expansion, la cyberattaque. Et donc les assureurs, dont Generali, parce que tous les assureurs ne font pas ça, a mis en place des solutions pour la cyberattaque. Alors, par contre, je veux bien le... Ok. Alors, ouais, c'est pas très gros. Donc, un contrat cyberattaque, qu'est-ce qu'il va proposer? Vous avez une partie responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages que vous causez à autrui. C'est-à-dire qu'on est responsable, dans le cas de la RGPD, de toutes les données personnelles. Alors, c'est quoi des données personnelles? Ça va être un fichier de client. Donc, les pressings sont concernés? Les pressings, toutes les entreprises sont concernées. C'est-à-dire qu'on a forcément un fichier de client, parce que maintenant, avec la digitalisation, je veux dire, on se construit un fichier. Hein, Je parle évidemment même pas des blanchisseries industrielles également qui ont beaucoup de clients. Et puis après, on a un ensemble de fichiers. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des RIB. Hein, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, je pense que Thibaut, tu ne me contrediras pas, mais lorsque on prend possession de notre boîte mail, c'est-à-dire qu'on pense, par exemple, régler un fournisseur sur un RIB du fournisseur, or, finalement, il y a toujours le nom du fournisseur sur le RIB, mais on met un autre compte. Et ça, c'est des choses que l'on voit de plus en plus. Hein, et ça peut être sur des montants très importants. Donc voilà, donc il y a toute la partie responsabilité civile, donc les dommages aux tiers qu'on va produire. Donc là, l'assureur est là en cas de dommages. Au niveau de la CNIL, on doit les prévenir dans les 72 heures. Donc là, c'est un travail qui est quand même qui va prendre beaucoup de temps. Hein. En plus, on est dans le stress, il va falloir déposer plainte.
Donc là, il y a un accompagnement au niveau d'Inquest, donc c'est-à-dire le prestataire, pour aider à faire toutes les démarches administratives. Voilà. Et puis après, l'assureur, si vraiment il y a un dommage à des tiers, ça peut être un problème d'image parce qu'on se sert de l'image d'une société qui estime avoir un préjudice. Voilà. C'est des dossiers qui peuvent monter des fois très haut. Alors, ce n'est pas le plus courant, mais ça peut, en immatériel, se monter un montant assez important. Après, donc, il va y avoir la partie exploitation, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'informatique, on ne peut plus travailler. On paralyse l'outil de production. Voilà, c'est-à-dire que, je reviens aux laveries, puisque en tant qu'assureur, c'est mon domaine. Il y a des clients qui ont multisites qui m'expliquaient que s'il n'y avait plus d'informatique, quasiment, ils étaient obligés d'arrêter l'activité. Voilà, même s'il peut y avoir des solutions plus manuelles, mais ça pose de gros problèmes. Donc il va y avoir une perte de chiffre d'affaires, et donc quelque part, c'est une perte d'exploitation de l'assureur qui peut être proposée. Voilà. Autre chose, donc il y a tout un côté prévention que l'on propose, un service. Donc voilà, et puis il me semble qu'il y avait autre chose, mais je ne sais plus. Donc la partie responsabilité civile, exploitation, et puis accompagnement de l'entreprise dans la prévention, parce que c'est important. Tous les collaborateurs ne sont pas forcément sensibilisés au risque cyberattaque. Comme on disait, ouvrir un mail, on dit on fait toujours attention. Nous, on est très sensibilisés. Exemple, moi j'ai reçu un mail, je vois un mail, j'étais en vacances, je vois incendie, qu'est-ce que je fais? Je ne réfléchis pas, j'ouvre le mail. Voilà. C'était un exercice, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où on fait attention, puis il y a des moments où on est un peu un peu plus distrait, et donc c'est très facile d'être contaminé. Voilà. Très bien. N'hésitez pas à nous contacter pour vous faire des projets. Après, vous parlez de prix, c'est toujours très compliqué parce que ça dépend de la structure, du chiffre d'affaires, de la société. Chose importante, les clients peuvent penser qu'ils sont couverts par leur contrat classique, multirisque ou responsabilité civile. C'est très rare que ça soit inclus dans le contrat. Voilà, c'est des contrats très spécifiques. En option. Voilà. Donc relire les petites lignes. Et on propose aussi des options style fraude téléphonique. J'ai un client par exemple ils se sont servis du répondeur pour reprendre la ligne et il s'est retrouvé avec une facture. Bon là encore c'est que 5-6 000 euros, mais il s'est retrouvé avec une facture importante. Ça peut être des dommages beaucoup plus importants encore. Voilà. Et donc on garantit bien sûr tout ce type de risque. Merci Christophe et merci Thibaut. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Attendez, on va vous donner un micro. On n'a pas le son. Allô, allô. Ouais. Ça marche. Bonjour. Je suis exploitant de laverie et je voulais parler d'un cas que j'ai entendu sur un hack, je pense, d'une laverie où le hacker serait rentré sur le réseau de la laverie pour passer toutes les machines à 10 centimes. Est-ce que c'est quelque chose de réalisable? Comment c'est réalisable et comment est-ce qu'on peut s'en protéger justement? Bah oui, c'est réalisable à partir du moment où c'est géré par le système d'information. Si le pirate prend le contrôle du système d'information, il en devient administrateur et il fait les changements. C'est-à-dire que si vous, c'est une opération que vous pouvez faire, changer les prix, bah lui, il pourra le faire de la même manière. Après, en fait, il y a deux choses. Il y a déjà protéger les accès de votre serveur qui administre ce service-là, enfin cette opération-là. Donc ça, c'est la partie vraiment prévention. Donc c'est protéger les accès avec tout ce qui est les comptes, les mots de passe justement, etc. Savoir que quelqu'un ne peut pas, par exemple, s'y connecter à distance. Parce que si ce type de serveur est disponible depuis l'extérieur d'un réseau, ça veut dire que le monde entier peut quelque part s'y connecter. Donc c'est ce genre de protection qu'on peut mettre. Après, une fois qu'on voit que ça a été fait,
En fait, après, on fait l'opération inverse pour le remettre à niveau, quoi, je dirais. Voilà. Donc, en gros, il faudrait par exemple éviter d'ouvrir le Wi-Fi. Par exemple, si on a une box Wi-Fi dans sa laverie, d'ouvrir le Wi-Fi en public pour donner l'accès en gros aux clients, quoi. Ouais, alors ça c'est... Oui, en fait, ça c'est extrêmement important. Sur le Wi-Fi, il faut avoir des réseaux séparés. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des dispositifs qui vous permettent de gérer le réseau d'une entreprise, hein, je dis de manière très large, et on préconise de séparer les usages. Et typiquement, le Wi-Fi public qu'on met à disposition de n'importe qui, finalement, il faut le mettre sur un réseau très protégé, justement pour qu'une personne ne puisse pas passer d'un téléphone ou d'un ordinateur par le Wi-Fi sur le reste du système ou le reste de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Oui, tu as une question, vas-y. Oui, j'aimerais bien savoir quand vous avez un chantage avec rançon. Quoi. Alors, je sais bien que c'est un petit peu délicat la réponse, mais comment vous gérez ce type de choses? Parce que je pense que c'est quand même malheureusement du courant. Je rebondis, c'est effectivement une des questions que je voulais poser parce qu'on préconise bien souvent de ne pas payer. Or, moi, je l'ai constaté hein, sur des grosses unités industrielles. Arrive un moment, il lâche, il paye en fait. Hein. Et je ne parle même pas sur le secteur public, hein, parce que alors là, c'est terrible en plus avec toutes les données de patients, etc. Alors, effectivement, c'est un sujet délicat. La posture de base, c'est de ne pas payer. Maintenant, quand on est bloqué complètement, on peut se poser la question de est-ce que je paye ou est-ce que je ne paye pas? Moi, en fait, je vais tourner la question d'une manière un peu différente. C'est que quand on souhaite commencer à négocier une rançon, ça veut dire dans l'idée de potentiellement la payer, il faut surtout le faire avec la bonne raison en tête. Il y a un chef d'entreprise, quand il est piraté et qui se dit je vais payer la rançon, 9 fois sur 10, c'est parce qu'il se dit que ça va aller plus vite. C'est pas forcément qu'il n'a pas d'autre solution. Il se dit je paye et demain je redémarre. Et en fait, ça c'est faux. C'est 100% faux. C'est-à-dire que si vous payez la rançon et que vous redémarrez avec un système qui est compromis. Qui est compromis, tout simplement. Ça veut dire que le pirate, il peut revenir le lendemain. Et en général, il revient le lendemain. Donc en fait, il y a tout un tas d'actions de sécurité qu'il faut faire qui sont les mêmes que vous payez la rançon ou pas. La vraie question, c'est que si on veut éventuellement négocier donc, dans l'idée de potentiellement payer la rançon, c'est que vous n'avez pas d'autre solution pour récupérer les données. Et là, déjà, c'est une autre question et on l'a beaucoup moins souvent. Il y a des solutions pour récupérer les données quand elles sont indisponibles, des solutions techniques qui prennent du temps, etc. Mais en fait, voilà, il faut vraiment se poser la question de cette manière-là. Après, quand on est obligé de négocier, bah oui, c'est des choses que l'on fait. C'est pas extrêmement compliqué. Un cybercriminel, il parle argent. Donc en général, quand on lui dit, par exemple, si on veut négocier un peu le prix à la baisse, si on lui dit je vais payer vite, par exemple, en général, ça fonctionne. C'est pas une négociation très compliquée. On n'est pas avec une population terroriste. C'est des gens qui veulent gagner de l'argent, tout simplement. Et donc, parler argent, c'est assez simple. Fort heureusement, on n'a pas beaucoup de négociations de rançon. Et surtout, la préconisation, c'est, comme je disais tout à l'heure, ne pas rentrer en contact, surtout si on ne veut pas payer. Il y en a qui se disent « Ah, je rentre en contact pour voir. » Mais pour voir quoi? Voilà, il faut mettre la curiosité de côté et si vraiment c'est pas des enfants de cœur en face. C'est ça. Et en plus, quand on commence à prendre contact avec eux, on montre un intérêt et eux ils se disent ah là j'ai un intérêt ici et donc ils vont centraliser leur esprit sur vous. Donc il faut se faire petit dans ces cas-là et surtout pas rentrer en contact avec eux. Très bien. D'autres questions? Pas d'autres questions? Bon, eh ben, écoutez, vous avez été limpide. Merci beaucoup pour cette participation, pour sensibiliser et prévenir et savoir comment réagir autour de cette thématique. Merci à vous d'être venu assister à cet atelier et merci à mes intervenants. Merci. Merci beaucoup.